Dans l'étude des hackers, Steven Levy donne plusieurs étapes on va dire, dans l'histoire de l'informatique. Ça avait commencé avec la découverte dans le rôle de l'outil, etc., etc. Il y a eu les jeux vidéo et ça a grossi au fur et à mesure. Est-ce que l'étape actuelle où tu vas arriver, ça pourrait surtout être l'entrée des hackers en fait en politique, mais dans le sens rentrer au Parlement ou au Parlement européen, justement pour pouvoir faire bouger les choses de l'intérieur? Je n'y crois pas. Mais ça pourrait être ça. Pour faire simple, pour réussir à rentrer et peser, il faut être majoritaire. Pour être majoritaire, il faut avoir d'abord d'autres sujets que le numérique. Or, à l'heure actuelle, des gens qui sont compétents sur autre chose que le numérique politiquement et qui ont compris ça, il n'y en a pas 5 dans le Parlement français. Sinon, si on n'est pas un parti politique capable de faire 55% à nous tout seuls, ça veut dire que, en gros, il faut que les autres partis donnent l'investiture à des gens qui ont compris ces sujets-là. Et en fait, les gens qui ont compris ces sujets-là, ils ne sont pas dans le moule. Ils ne sont pas dans le moule d'avant. Les gens qui ont compris ces sujets-là, ils ne sont pas d'accord pour voter un texte dans lequel ils ne croient pas pour avoir l'investiture la fois d'après. Ils ne sont pas d'accord pour fermer leur gueule quand on leur dit de fermer leur gueule. Ils ne sont pas d'accord pour ne pas commenter. Donc ça pose un problème. C'est pas compatible. Tu vois ce que je veux dire? Les Verts, le PS, le PG, le PC, l'UMP ne donneront pas l'investiture à des gens de ce modèle-là. C'est pas possible, c'est pas compatible. Ils sont pas assez polis. Moi, tu vois, je suis juste assez poli pour qu'on accepte de me faire parler de temps en temps à la télévision. Mais pas plus. Donc, est-ce que ça... En fait, le fait que nous sommes posé ces questions-là parce que nous y étions forcés. Moi, à la base, je suis informaticien par passion et ingénieur par finance. Il fallait bien gagner ma croûte, il se trouve qu'ingénieur, c'était le plus proche de mes passions. Spontanément, quand on me fout la paix, j'écris du code, en général plutôt autour de la tech et sur des trucs touchant à la typographie. Quand vraiment je m'emmerde, j'écris du Perl. Mais alors, si tu veux, lire des textes de loi, me fader des rapports ministériels débiles sur à peu près n'importe quoi, constater qu'il a fallu 15 ans pour que des documents sortant d'anciens de l'ARCEP soient autre chose que totalement affligeants. Constater que bien que ce soit un peu plus brillant que ce que j'avais l'habitude de lire avant, il y a toujours des bêtises dedans. Par exemple, ils n'ont toujours pas compris que le plus rentable, c'est de fibrer la race campagne en premier. C'est ahurissant. C'est du marketing de débile. C'est du marketing enfantin. Commencer par apporter le produit aux gens qui ne l'ont pas plutôt qu'aux gens qui l'ont déjà. C'est quand même pas super compliqué. Mais ils l'ont toujours pas compris. Voilà. Moi, je fais pas ça par plaisir. Je me suis pas mis à réfléchir à ce qui va pas dans leur texte mal fait. Par plaisir, j'avais autre chose à faire. Je l'ai fait parce que j'étais obligé, parce que je voyais bien que ça collait pas. Et quand j'ai essayé d'expliquer pourquoi ça collait pas, il fallait que j'analyse, il fallait que je trouve des constructions, il fallait que je regarde avec quels grands principes du droit ça ne cadrait pas, donc il fallait que j'essaye de les comprendre alors que c'est pas mon boulot. Voilà, j'ai été contraint de le faire. Donc oui, ça correspond à l'entrée des geeks en politique. Enfin non, ça correspond à l'entrée des politiques en geekerie et à ce qu'on essaye de les foutre dehors parce qu'ils nous emmerdent. Mais qui continuent à réguler les bêtises qui m'intéressent pas et je leur foutrai la paix, quoi. Mais s'ils viennent sur mon terrain, ça m'intéresse, je regarde. Moi, si tu veux, les problèmes de viande de cheval dans les lasagnes, j'en ai rien à cogner. Et donc, ils peuvent continuer à jouer, je ne regarde pas. Par contre, quand ils touchent à la liberté d'expression des gens, ça m'intéresse et je regarde. Oui, merci pour votre présentation. C'était très intéressant, et inspirant et inquiétant et tout ça. Amusant des fois, dans le bon sens. J'avais une petite question par rapport à la robustesse vraiment de l'Internet sans les services. Je me demandais combien de serveurs ou de routeurs ou d'éléments du patchwork bien choisis il faudrait enlever
pour fragmenter l'Internet suffisamment pour qu'il soit moins utilisable, moins utile. Par exemple, découpler la France du reste. Quelque chose comme ça. Alors, pour isoler la France du reste, c'est extrêmement compliqué. Il faudrait toucher des dizaines de milliers d'équipements. Même s'ils étaient bien choisis. Oui. D'accord. En choisissant particulièrement bien, il y en aurait peut-être une centaine à éteindre et ils sont du coup très compliqués à atteindre. Et la panne ne durerait pas longtemps. Et si c'est intentionné? Même si c'est intentionnel. Si le gouvernement voulait couper, il n'y arriverait pas. Il y a trop de monde trop différent. Dans le lot, il y aura toujours un ou deux francs-tireurs. Ça va être infernalement compliqué. J'imagine que c'est ça que vous entendiez par intentionnel. Sinon, aucun opérateur tout seul ne peut mettre suffisamment la merde. Par contre, il y a quelques éléments stratégiques qui peuvent donner l'illusion de bloquer Internet. En France, si on en croit la pratique de la majorité des gens, il suffit d'éteindre la page d'accueil de Google pour que les gens aient l'impression qu'Internet est en panne. Mais ça, c'est juste parce que vous ne savez pas vous en servir. En pratique, il ne sera pas en panne, il va marcher beaucoup mieux que d'habitude. Pour les quelques-uns qui savent comment ça marche et donc qui savent aller sur autre chose que la page d'accueil de Google, il va marcher super bien, les tuyaux seront vides. Donc ça, c'est un problème d'éducation, plus qu'autre chose. C'est un des risques, c'est le risque clé des outils ultra centralisés. C'est qu'on peut créer une panne ou l'illusion d'une panne en coupant l'outil centralisé. Moi, vous voyez, quand il y a une panne sur Google, je m'en rends en général pas compte. Parce que je m'en sers, je suis un utilisateur très régulier de Google comme moteur de recherche, mais c'est pas ma page d'accueil. Je vais sur Google, je fais une recherche, je trouve ce que je veux, je ferme. 90% des choses que je consulte, je sais où je vais. J'y vais pas par hasard. Donc voilà, les outils ultra centralisés sont un risque majeur. On peut créer une panne. L'immense majorité des gens croient qu'Internet est en panne quand Facebook ne répond pas. Donc voilà, c'est cet élément-là qui est techniquement faux. Et sinon, oui, alors je fais beaucoup peur dans ma conférence parce que je cite plein de choses dangereuses. Il y a une chose dont je suis certain, c'est qu'on gagne à la fin. Mais je n'ai aucun doute là-dessus. On gagne à la fin, j'en suis certain. De la même manière que après l'apparition de l'imprimerie, la philosophie des Lumières était inévitable et que derrière la philosophie des Lumières, les révolutions démocratiques en Europe et ailleurs étaient inévitables. Il a fallu 4 siècles. Mais à la fin, on gagne. La seule question, c'est de savoir à quel point ça va aller plus vite. Mais je n'ai pas de doute sur le fait qu'à la fin, on gagne. Par contre, est-ce qu'il faudra passer par l'époque de la terreur et couper les têtes? Couper physiquement les têtes? Rétablir la guillotine et trancher en deux tous les défenseurs de DRM? Est-ce qu'il faudra passer par là? C'est une vraie question. Est-ce qu'il faudra passer par des guerres de religion? C'est-à-dire qu'on aura les tenants du copyright d'un côté, les tenants du libre de l'autre, et on se fait la guerre physiquement. C'est une vraie question, mais voilà, pour moi, l'enjeu est par là. Non, faut attendre d'avoir le micro pour poser des questions. On posait la question sur IRC, donc sur la résistance du réseau français et la comparaison avec les situations syriennes ou égyptiennes, par exemple. En Égypte, il y avait 4 opérateurs réseau. En France, il y a 1400 ou 1500 opérateurs déclarés auprès du régulateur. Voilà. Sachant qu'il y a un nombre faramineux d'opérateurs qui ne sont pas déclarés, parce qu'ils n'y sont pas contraints. Quand ils ne fournissent pas de services téléphoniques, quand ils n'opèrent pas de réseau physique traversant la voie publique, etc., ils ne sont pas obligés d'être déclarés auprès du régulateur. Et donc les 1000 et quelques qui sont déclarés, c'est moins que le nombre d'opérateurs réellement existants. Alors effectivement, si le gouvernement décide d'éteindre Orange et SFR, il y a pas mal de choses qui vont cesser de marcher. Mais c'est-à-dire que si vous étiez chez des FAI moins centralisés et pas tous chez le même, le problème ne se poserait pas.
Et il n'y a pas en France de directive prévue dans quelque forme que ce soit, même sécurité nationale. Il n'y a pas de killer switch, c'est-à-dire d'applications qui permettent au président de la République de dire chers amis opérateurs du pays, éteignez tout. Il y a des propositions politiques en ce sens très sérieuses aux États-Unis et en France. En France aussi, de réaliser juridiquement un killer switch. C'est-à-dire de donner à l'exécutif le pouvoir de dire à la totalité de la population « ta gueule ». C'est très curieux comme idée dans une démocratie. Deux questions qui ont très directement trait à ce que j'ai devant les yeux en fait. Est-ce que la bonne formulation ne serait pas plutôt jusqu'où les mettre en œuvre? D'abord parce que, pour dire un gros mot, est-ce que ce n'est pas aussi une question de dialectique et d'établissement d'un rapport de force avec les dirigeants sur ces questions-là? Et ça dépend aussi des outils que les citoyens en bas ont à leur disposition, me semble-t-il. Et deuxième aspect, il y a des gens là en ce moment qui sont réunis à Vancouver et qui font des trucs bizarres et qui parlent de durcir l'Internet. Parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, jusque-là, il était extrêmement transparent et que si la NSA et ses copines ont commencé à faire de la surveillance de masse, c'est tout simplement parce que c'était facile, c'était pas cher, c'était pas très compliqué à mettre en place. Et donc, du coup, est-ce que c'est pas aussi une nécessité pour rétablir une forme de balance? Enfin, c'est pour citer un autre bouquin de l'excellent Stephen Levy qui s'appelle Crypto. Il y a des types dès la fin des années 60 qui s'appelaient, enfin un notamment qui s'appelait Whit Diffie. Il avait déjà vu venir tout ça, lui, le scandale Prism et consorts. Il l'avait d'une certaine manière anticipé, et c'est pour ça qu'il voulait faire de la cryptographie. Donc finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi rétablir un équilibre et rendre l'Internet un peu plus opaque? Ne serait-ce pas pour se promener en armure, mais pour arrêter de se promener à poil. Alors, je ne suis qu'en partie d'accord. Dans la mesure où nos politiques s'obstinent à faire n'importe quoi, il va bien falloir. Et c'est à regret. Moi, j'aimerais mieux qu'on vive tout nu dans un monde où les gens sont gentils. J'aimerais bien n'avoir à me protéger que des vilains malfrats, s'ils ne sont pas nombreux. Et ils font beaucoup moins de mal que n'importe quel gouvernement mal intentionné. Pour moi, c'est un problème majeur d'échec politique que nos gouvernements se comportent mal. C'est un échec majeur politique qu'on soit obligé de s'armer contre le gouvernement pour espérer lui faire suffisamment peur et rendre suffisamment coûteux ses mauvais comportements pour espérer qu'il se mette à réfléchir à si peut-être des fois il ne devrait pas arrêter de le faire. Je considère, moi, que c'est un échec grave. Il faudra probablement le faire. Mon approche gentille et légaliste, qui est de croire qu'en expliquant aux politiques, ils vont comprendre, et du coup ils vont se ressaisir, et qu'ils vont arrêter leurs bêtises, je conçois. C'est très naïf. Mais les autres solutions sont très brutales. Au bout, elles sont très brutales. Est-ce qu'on va vraiment faire du chiffrement dont on ne donnera aucune clé à aucun gouvernement et donc diffuser des outils qui permettront aux pédophiles de vivre en paix et aux terroristes de comploter tranquilles, qui feront qu'il sera impossible d'espionner une conversation autrement qu'avec des moyens délirants, qui feront que les services de police auront du mal à enquêter et à lever l'anonymat quand ils cherchent quelqu'un. Parce que si les services de police peuvent facilement, en consultant un opérateur, lever l'anonymat, alors le système est inefficace, puisque précisément ce que fait Prism, c'est collecter en permanence ce qui devrait être réservé à quelques cas d'investigation par la police sous le contrôle d'un juge. Il peut y avoir des degrés, mais si on fait un outil qui marche, et je sais que techniquement on peut l'envisager, alors on interdit à la police d'agir. Et je ne sais pas si c'est souhaitable. Et voilà, en chiffrement, c'est un peu binaire. Hein,
C'est chiffré et solide ou c'est pas chiffré et pas solide. Entre les deux, ça n'existe pas. Quand la NSA a décidé d'affaiblir un certain nombre d'outils de chiffrement, elle l'a certes affaibli pour les méchants, et donc les méchants sont moins bien protégés, mais elle l'a aussi affaibli pour les gentils, et croire que les services chinois ne sont pas capables d'espionner les communications de nos grandes entreprises, c'est une erreur. Ils se trompent. C'est eux qui fabriquent la majorité des routeurs. Hein. Je ne parle même pas des routeurs de marque chinoise. Hein. L'iPhone américain, il est fabriqué en Chine. Donc, je redoute qu'on soit obligé d'en venir là. Je considère que c'est un échec. Si on n'est pas capable d'obtenir un gouvernement raisonnable par des voies démocratiques, c'est qu'on n'est plus en démocratie, c'est qu'on est en tyrannie et qu'on doit s'en protéger. Et je redoute qu'on soit obligé de le faire. Non, c'est le mien qui fait du bruit. Ah. Voilà. Oui, est-ce que finalement ce serait vraiment un échec de durcir, ou est-ce qu'on ne peut pas juste comparer avec la protection du courrier, qui en France, il me semble, est protégé et qu'on ne peut pas ouvrir. On n'est pas censé pouvoir ouvrir. Il est protégé par la loi. Voilà. Et justement, pas par de la technique. Si on rend les enveloppes inviolables, c'est un problème. Ça veut dire que quand on a besoin d'exercer de manière légitime des opérations de police, et donc de, en gros, mettre sur écoute un certain nombre de malfrats pour démanteler des réseaux, on ne peut plus le faire. Et si la police peut ouvrir, alors Prism peut tout ouvrir. Il est là le problème. Techniquement, si la police ne peut pas ouvrir, si les services secrets sont incapables d'espionner n'importe quoi, tout le temps, alors la police ne peut plus rien espionner du tout. mais on est quand même d'accord qu'aujourd'hui, le parallèle avec les cartes postales, c'est effectivement ce qui se passe. Si quelqu'un est sur le réseau Wi-Fi, il peut scanner ce qui passe, les mails qui ont été envoyés par les gens qui y sont, ou l'opérateur de réseau. Ce parallèle est complètement faux. La protection contre ça, c'est utiliser du HTTPS quand tu discutes avec Gmail. Comme ça, les gens qui surveillent ton Wi-Fi ne te voient pas. Tu n'es pas totalement à poil. Ta communication entre toi et Gmail est chiffrée. Tu as pris quand même des protections raisonnables. La NSA s'en fout, elle écoute Gmail. C'est-à-dire, elle écoute à l'autre bout du chiffrement. Si tu veux pas que la NSA puisse écouter, il faut que Gmail ne sache pas à qui tu es en train d'écrire, ni ce que tu es en train de lui dire. Comment la police pourra le savoir ? Si ta boîte aux lettres est convenablement chiffrée de manière très sérieuse, effectivement, la NSA n'a plus accès à ta boîte aux lettres, mais la police non plus. Et la police n'a plus aucun moyen d'enquête. On a rendu service aux gentils, qui sont les plus nombreux, et on a aussi rendu service aux méchants. C'est-à-dire qu'on est parti en guerre. C'est ça mon problème. Je les comprends techniquement, ces solutions-là, je sais même m'en servir. Hein. Je ne les pense pas souhaitables. J'aimerais mieux que nos gouvernements reviennent à des mœurs plus raisonnables avant que la totalité de la population ait décidé de s'équiper d'armes de guerre et d'armes de terroristes pour résister au gouvernement. Et le monsieur qui lève avec insistance la main, je pense qu'il faut lui passer le micro. Bonjour. Je voulais savoir un peu, c'était plus concernant plus haut, il y a plus longtemps dans votre conférence, c'était tout à l'heure quand vous parliez de la responsabilité des hébergeurs dans le contenu, et vous disiez que les éditeurs qui reprenaient entre l'hébergeur et la personne qui avait écrit la connerie, comment elle s'appelait déjà? C'était l'éditeur. L'éditeur, oui, c'était bien ça. Mais je voulais savoir, juste, par exemple, j'ai pris un serveur chez OVH, par exemple, j'ai installé WordPress. WordPress n'est pas responsable de ce que j'ai écrit. Est-ce que moi, le fait que j'installe WordPress sur la machine et que je lui dise allez les gars, écrivez, est-ce que je suis responsable de leurs écrits ou pas? Eh ben, c'est pas clair. C'est pas clair du tout. Il y a ce que dit le droit et il y a ce que dit la loi, il y a ce que disent les juges, qui est subtilement différent.
Et puis il y a ce que dit le bon sens. Si j'ai laissé ouvert, c'est-à-dire j'ai installé WordPress, et puis j'ai mis une interface disant aux gens, vous pouvez vous créer un compte, je vous demande rien, même pas une adresse mail. Vous mettez le login et le mot de passe que vous voulez, ça vous crée un compte. Et puis vous pouvez publier ce que vous voulez. Je ne contrôle pas, je ne censure pas, je ne lis pas. Techniquement, je suis un hébergeur. Si je relis, ne serait-ce que si j'interviens pour mettre en avant certains articles en disant celui-là il est bien, je le mets à la une, celui-là il n'est pas bien, je ne le mets pas à la une. Là, je commence à faire un travail éditorial. Et je suis responsable du travail éditorial. Si le travail éditorial est automatique, c'est-à-dire qu'apparaissent à la une les articles les plus lus, je peux plaider devant un juge le fait que je me comporte comme un hébergeur. L'hébergeur a quand même certaines responsabilités. Typiquement, si on lui signale un contenu manifestement illégal, je sais pas, une photo d'un truc vraiment très gravement interdit, quoi. Un cheval en train de se faire une gamine de 4 ans, là il y a tout. Alors pour peu qu'il y ait une croix gammée sur le cheval, t'as la totale, t'as un combo. Sinon tu vas sur pédonazi.com, t'auras un très bel exemple. C'est un domaine qu'on a créé avec quelques copains quand on luttait contre beaucoup de ces textes-là, qui à chaque fois nous expliquaient que c'était contre les nazis et contre les pédos. Donc on a fait pédonazi.com, le domaine est magnifique et la photo à la une est superbe. Si en tant qu'hébergeur, tu constates qu'il y a un contenu manifestement illégal, tu es tenu de le retirer. Et les juges ont une lecture qui n'est pas la bonne du texte. Le texte dit illégal. La décision du Conseil constitutionnel dit que le texte est conforme à la Constitution parce qu'il ne sera appliqué que sur des contenus manifestement illégaux, et que manifestement illégal, c'est pas simple. Typiquement, l'atteinte à la propriété intellectuelle, c'est pas manifeste. T'essaieras de déterminer si Le Petit Prince c'est dans le domaine public ou pas. C'est super rigolo comme question. Au Canada, ça l'est, et en France, ça ne l'est pas. Camoulox. Pourtant, on a signé les mêmes traités internationaux, hein, mais voilà. Donc ça, c'est pour moi un élément important. Dans la gradation, les juges tendent à donner plus de responsabilités aux hébergeurs que ce que prévoit la loi. Typiquement, dans l'affaire des photos de Mosley, si j'ai bien compris, Google n'agit que comme moteur de recherche, pas comme éditeur. Il n'éditorialise pas. Il trouve les images qui répondent aux mots-clés parce que la page autour de l'image contient les mots-clés, etc., et est linkée sur ces mots-clés, etc. Le juge français dit que Google doit enlever ces images. C'est très bizarre. Google n'héberge pas les images. Donc il ne doit pas les enlever, il doit juste les déréférencer. Mais ça ne change rien au fait que l'image est stockée et que si elle est illégale, elle doit être enlevée de là où elle est stockée. Donc c'est très bizarre comme lecture. Moi, ça m'a l'air d'être contraire à l'esprit de la loi sur la confiance en l'économie numérique et de la directive e-commerce prise au niveau européen qu'elle transpose en droit français. Mais j'ai peut-être trop de bon sens pour être juriste. Il y a une question sur IRC qui est assez corollaire, c'est de ZZ1 toujours. Qu'en pense Benjamin du filtrage de contenu sur des plateformes, par exemple la censure de nu sur Facebook? Est-ce que c'est vu comme une atteinte à la liberté d'expression ou bien comme une légitime application des termes du contrat acceptés par l'utilisateur, un comportement en éditeur? Et au final, donc un bon argument pour ne pas inféoder ses services et faire... voilà. Et corollaire de ça, c'est moi qui pose la question, qu'est-ce que toi tu verrais comme bonne solution de législation sur les contenus posant problème, le rapport avec les hébergeurs, etc. Alors, pour moi, la lecture est assez simple. Mais encore une fois, je ne suis pas juriste. C'est-à-dire que moi, j'ai compris ce que ça voulait dire techniquement. Et j'essaye de voir ce que le fatras de mots que le législateur a mis dans le désordre. Non, je vous invite à lire l'article 6 de la loi sur la confiance en l'économie numérique de 2004. Si vous arrivez à le comprendre en moins de 4 heures et moins de 6 aspirines,
a priori, vous pouvez faire avocat. Mais facile, hein, oh là là. C'est écrit dans le désordre et en mauvais français. Pour moi, Facebook, parce qu'il a un contrat qui pose des contraintes sur le contenu, et parce qu'il impose ces contraintes, n'est pas un hébergeur, n'est pas une plateforme de libre expression, c'est un éditeur au même titre qu'un journal. Donc, quand un gamin est condamné pour avoir diffamé son prof sur Facebook, le directeur éditorial de Facebook doit être condamné. Et je rappelle que dans un journal, quand un journaliste est condamné pour diffamation, c'est le journal qui paye, pas le journaliste. Donc le gamin qui a diffamé son prof sur Facebook, c'est Facebook qui paye, pas le gamin. C'est le principe. Pour moi, à partir du moment où il impose des règles sur le contenu, et où il impose par la force le respect de ces règles, alors il se pose en éditeur. Après, Facebook peut imposer des règles qui relèvent du droit. Dire, si vous diffusez un contenu pornographique, ce que vous avez le droit de faire, vous devez nous le signaler pour que nous ne présentions pas ce contenu à ceux de vos lecteurs qui seraient mineurs. Ça, c'est une position d'hébergeur qui consiste à dire, quand vous publiez un article pornographique, il n'y a pas besoin que ce soit une photo, hein, ça peut être un récit. Vous cochez la case disant « ceci est un contenu réservé aux adultes » et alors, ceux des utilisateurs qui vous lisent et qui ne sont pas adultes ne verront pas cette publication. Ça, c'est un comportement d'hébergeur. Mais à partir du moment où ils vous interdisent de le faire et où quand vous le faites, ils vous censurent, ils sont éditeurs. Pour moi, ils sont éditeurs. Le bon rapport, sinon légalement, c'est pour moi, il y a en gros deux cas. L'hébergeur ne doit pas être juge. Et l'hébergeur ne doit pas être policier. Donc, pour moi, il doit quand même y avoir cette fonction très forte qui est signaler un contenu illégal. Vous voyez quelque chose d'illégal sur le net, vous voyez du pédoporn, une apologie de crime, etc. Vous voulez aider à ce que ça disparaisse. Vous devriez avoir un bouton pour signaler qu'il y a un problème. Et en fait, il doit y en avoir deux. Un qui dit « c'est manifestement illégal, il faut le retirer tout de suite, c'est important et c'est grave ». Et il y en a un deuxième disant « je sais que c'est illégal, typiquement parce que c'est moi qui détiens le copyright sur le machin, et je veux signaler que c'est illégal et que je l'ai vu ». Le premier bouton a comme effet de supprimer le contenu, de dépublier le contenu, immédiatement. Si la personne qui a publié le contenu, en revenant, dit « non, c'est légal », alors ça doit se traduire pour la personne qui a signalé par un délit qui est dénonciation calomnieuse, et avec une vraie amende sévère, en centaines ou en milliers d'euros, pour dénonciation calomnieuse. Et où là, l'hébergeur a la responsabilité de transmettre à la personne qui a été censurée le dossier, disant « tel de vos contenus a été signalé comme manifestement illégal par monsieur machin », et vous pouvez aller avec le papier, voir le policier et dire « c'est de la dénonciation calomnieuse, je veux porter plainte ». Et donc la responsabilité de celui qui dénonce dans ce cas-là, et qui obtient un retrait immédiat, est bien engagée. Alors après, il y aura les dispositifs techniques habituels pour empêcher les plaisantins de cliquer sur n'importe quoi. On va dire qu'on va attendre qu'au moins 2 ou 3 personnes aient signalé que le contenu était manifestement un problème. Et puis après, il y a le signalement des délits non manifestes. Et ça, pour moi, ça ne fait rien. Ça notifie la personne qui a publié en lui disant quelqu'un, éventuellement qui, pense que votre contenu est illégal, vous maintenez, vous retirez. Mais on ne l'enlève pas par défaut, on le laisse en ligne.
Après, si je clique sur je retire, je retire. C'est oups, j'ai publié un truc sous copyright, j'avais pas fait gaffe, je pensais que c'était monté dans le domaine public, ça ne l'est toujours pas, je le retire. Ou bien non, je maintiens. Ce n'est pas Robocop, c'est une parodie qui s'appelle Robocopyright. Je maintiens, c'est légal, j'assume pleinement, et s'il faut, j'irai au tribunal. Et une fois que j'ai cliqué sur j'assume pleinement, voilà, j'assume pleinement. Si le prétendu détenteur de droit veut aller au tribunal, il ira au tribunal. Donc ça, c'est une position que je trouve équilibrée. Parce que le manifestement illicite est supprimé tout de suite et je suis responsable des dénonciations calomnieuses, et que le pas manifestement illicite, soit ça se règle à l'amiable et je l'enlève, soit ça se règle pas à l'amiable et il faudra un juge. Et ça, c'est, je pense, le bon point d'équilibre. Et quand on s'écarte de ça, on a un problème. Et on s'en est déjà écarté, on est beaucoup écarté. Mais voilà, pour moi, le bon point d'équilibre est là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, première remarque directement en lien, il y a une complexité aussi dans la chose dans la dénonciation des contenus manifestement illégaux et autres. C'est la loi locale du pays, puisque par exemple en France, on n'a absolument pas le droit de publier une photo d'une svastika, alors que dans plein d'autres pays, c'est complètement légal. Voilà, sauf exception à but pédagogique et historique, etc. D'ailleurs, la loi interdit toute svastika et pas seulement la déformation en croix gammée nazie. Donc il y a ce problème effectivement de loi locale. Qu'est-ce que autorisé aux États-Unis, en France, etc. C'est-à-dire qu'en fait, la bande dessinée Mao, c'est interdite en France? Alors, je l'ai pas lu. Donc. Tous les films dans lesquels on voit les croix gammées, de Indiana Jones à Papy fait de la résistance, sont interdits? Après, je sais qu'il y a des exceptions pour historique et pédagogique. Alors, bon, peut-être que l'exemple de la swastika est pas pertinent, mais typiquement, par exemple, sur la liberté d'expression, on n'a pas la même définition sur ce qu'on a le droit de dire en France et aux États-Unis. Voilà. Donc voilà. Après, donc, se pose la complexité de l'hébergeur. Est-ce qu'il est en France, est-ce qu'il est aux États-Unis, ou de l'éditeur? Donc il y a cet aspect-là à prendre en compte qui est complexe. Autre remarque complètement différente sur l'aspect de l'évolution de l'internaute. À mon avis, un élément clé qui fait passer du rôle de râleur à commentateur, c'est la conscientisation de ce qu'on dit est public et du sens de publier. Et ça peut prendre du temps à conscientiser de l'importance que ça a de publier quelque chose, comme quoi ça peut être ressorti X années plus tard et qu'un commentaire dans un Skyblog ou machin, c'est quelque chose de public. Et on en vient à un problème clé qui est, à mon avis, un problème d'éducation et d'instruction, puisque Internet est un outil, et en tant qu'outil, les gens doivent apprendre à s'en servir. Et actuellement, dans le système d'instruction et d'éducation nationale française, je ne vois rien qui apprenne correctement à des jeunes cerveaux à s'en servir. Alors ça, pour moi, c'est un point beaucoup plus intéressant, cet élément-là de la question. J'ai eu l'occasion, Michel, c'est toi qui m'avais invité à parler à l'Académie de Versailles, il y a combien de temps déjà? 4 ans, 5 ans, je ne sais plus. Sur la question de comment dans l'éducation nationale, on apprend Internet aux enfants. Et moi, ce que j'avais expliqué, et j'ai pas changé d'avis depuis, c'est qu'à l'heure actuelle, on fait une erreur très grave. On considère que le réseau est une question technique, et donc c'est enseigné par des profs de technologie, par des profs de sciences, par des profs de maths. C'est une connerie. Internet, c'est un outil pour écrire en public. C'est aux profs de français et c'est aux profs de philo de former à ça. Non pas de former à chercher dans Google ce qui ne sert à rien, mais de former à comment j'écris pour être lu. On ne forme pas les gamins à ça. On forme les gamins à écrire pour des raisons techniques, pour faire un problème de mathématiques, ou à écrire comme le prof a envie que j'écrive. Introduction, thèse, antithèse, synthèse, foutaise, conclusion. Comme on fait toujours. Le plan en 4 parties standard. Modèle Sciences Po breveté. Ça, c'est une bêtise. Enfin, qu'on apprenne ça aux gamins, écoute, ça les occupe. Mais on doit aussi leur apprendre à écrire pour être lu. À écrire un texte de manière publique.
à écrire non pas un texte, une dissertation destinée aux profs, mais à écrire un texte qui va être lu devant la classe, ou qui va être affiché dans la classe avec sa signature et sa photo en bas. On n'écrit pas de la même façon. Et donc oui, il faut leur apprendre ça, et oui, apprendre Internet aux enfants, ça se passe beaucoup plus en cours de français, en cours d'histoire géo, en cours de philo, en cours de langue, qu'en cours de maths. Après, qu'on forme les gens à un petit peu d'informatique pour qu'ils arrêtent de croire à la magie, ce serait bien. Mais c'est finalement presque secondaire. Les gens qui croient qu'il y a un petit démon dans le téléphone qui recopie les messages, c'est pas grave. C'est pas très grave. Tant qu'ils font pas ingénieur en informatique, cela, c'est pas très grave. Mais donc, oui, pour moi, ça, c'est un élément clé effectivement lié au changement de société. Avant, il fallait former les gens pour qu'ils sachent écrire un courrier au percepteur. Maintenant, il faut former tout le monde pour qu'ils sachent écrire un article de presse. Et ça ne s'écrit pas pareil. Oui, ça, ce serait plutôt pas mal. C'est pas moi qui ai le micro. C'est toi. Donc ouais, je voulais juste creuser un petit peu plus dans cette idée de responsabilité des contenus quand on est hébergeur. En fait, ça me touche dans le sens où j'ai pas mal contribué à un hébergeur à prix libre qui s'appelle Lectux. Il y a peut-être des gens dans la salle qui connaissent. Et au tout début, ça a été un petit auto-hébergement sur une machine d'un gars quelconque. Ensuite, ça a plutôt grossi. Le truc, c'est qu'au fur et à mesure, Lectux a fait pas mal tourner dans les milieux jeux vidéo, un peu trucs Dofus, etc. Enfin, bon. Toujours est-il que quand Lectux a commencé à vraiment prendre de l'ampleur, il y a pas mal de sites de jeux vidéo qui prenaient beaucoup de place. Et le fondateur de l'hébergeur a décidé d'entrer dans les clauses d'inscription sur Lectux, voilà, site de jeux vidéo interdit. Alors, je comprends que ce soit discutable, mais c'était plus pour des limitations techniques et pour pouvoir ouvrir son service à plus de gens. Donc là, si on prend votre... ce que vous avez dit tout à l'heure, on peut considérer Lectux comme un éditeur. Mais... Non. Non ? Alors non. Non, parce qu'il s'appuie sur du droit du contrat et pas sur autre chose. C'est exactement comme quand je dis dans FDN, il y a un tarif préférentiel pour les gens à faible revenu, y compris les étudiants. Si quelqu'un demande le tarif préférentiel et qu'on le lui accorde sans qu'il ait envoyé de justificatif ou qu'il a envoyé un faux justificatif, on ne censure pas ce qu'il a à dire. Il ne remplit pas une des clauses du contrat, comme s'il ne payait pas son abonnement. C'est pas la même chose pour un hébergeur de dire j'héberge tel type de site que de dire dans le site ça ne doit pas parler de ça. Dire je veux pas de site de jeux vidéo, c'est pas la même chose que de dire je ne veux que les sites de jeux vidéo où on ne dit pas de gros mots dans le forum. C'est pas pareil. Dans un cas, on fixe des règles de contrat disant voilà, moi je suis un hôtel, je loue des chambres, je loue pas au mois, je loue pas à l'année, je vends pas les chambres. Ça change rien au fait que c'est un hôtel. À partir du moment où je dis moi je tiens un hôtel où je loue des chambres mais pas au noir, c'est pas la même chose. Je loue des chambres dans lesquelles vous pouvez louer la chambre qui que vous soyez, mais vous n'avez pas le droit de lire les romans de Philippe Solers. Ah bon ? Je loue pas des chambres aux gens qui ne sont pas chrétiens pratiquants. C'est très curieux. Voilà, il y a plein de critères comme ça. Dans les chambres de mon hôtel, vous n'avez pas le droit d'être tout nu pour prendre votre douche. Ça évite les problèmes Strauss-Kahn. Ok, merci. Pour en revenir à la responsabilité de l'hébergeur, il y a aussi une question de temps. Ce qui était intéressant dans la dernière décision Google, où on demande à Google de déréférencer, alors c'était des vidéos un peu sexuelles, donc le mec avait tout intérêt à les voir retirer, mais Google disait c'est disproportionné.
Comment on peut faire ça? Parce que Google a commencé par retirer les vidéos une première fois, puis c'est revenu forcément. Effet Streisand, pouf, Oui, ça une nouvelle repousse. vague de vidéos, et puis ils ont dit mais c'est pas, enfin, on peut pas nous demander de le retirer éternellement. Et le tribunal a dit d'accord, dans ce cas-là, on demande que vous le retiriez pendant 5 ans. Et alors ça, c'est oui, c'est effectivement la décision, c'est ce que les Anglais appellent le notice and stay down. Il y a plein de variétés. C'est qu'est-ce qu'on fait sur le fait que quelqu'un notifie un contenu comme étant illégal. Ce que je propose moi, ça s'appellerait du notice and notice. C'est-à-dire si vous signalez à Google, YouTube, qu'une vidéo est illégale, YouTube signale à la personne qui a posté la vidéo mais il ne retire pas. C'est ma position. Ce que dit, après il y a le notice and take down, c'est-à-dire quand quelqu'un signale que c'est illégal, on l'enlève. Du coup, on peut signaler n'importe quoi comme illégal et puis c'est enlevé. C'est très pratique. Les ayants droit s'amusent régulièrement à signaler comme illégal les vidéos de la Quadrature du Net, ça leur évite des problèmes. Ils n'aiment pas. Donc ça, c'est un problème majeur parce que ça leur donne un pouvoir de censure sans la moindre responsabilité en contrepartie. C'est-à-dire que le détenteur des droits sur Robocop qui prétend que Robocopyright est illégal ne sera pas inquiété en justice parce qu'il ne peut pas l'être. Parce qu'avoir signalé abusivement que la vidéo était illégale ne l'engageait à rien. Si ça l'engageait à payer un dédommagement qui soit, mettons, un truc sérieux, quoi, je sais pas, proportionnel à son chiffre d'affaires par exemple, c'est juste il va y réfléchir. Ça suffira pour qu'il ne le fasse pas. Et par contre, bien évidemment, il pourra continuer à signaler les contenus vraiment illégaux et qui violent vraiment son copyright. Mais il y réfléchira à 2 fois. Et je pense que c'est important. Après, la troisième variante, c'est le notice and stay down. C'est-à-dire que non seulement quand on a signalé qu'un contenu était illégal, il faut le retirer, mais en plus, il faut s'assurer qu'il ne reviendra jamais sous aucune autre forme. C'est techniquement aberrant. Au mieux, on pourrait espérer que Google reconnaisse la vidéo à un certain nombre de points clés structurants techniques. Mais c'est très 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 facile à mettre en échec. Il suffit de diffuser la vidéo en miroir et les systèmes techniques ne la reconnaîtront plus. Il suffit de diffuser la vidéo déformée et les systèmes techniques ne la reconnaîtront plus. Pas juste déformée, un petit peu étirée en largeur ou en hauteur, mais juste vous la tournez. Et ils n'arriveront plus à la reconnaître. Il y a 1000 méthodes. Et vous diffusez la vidéo comme si elle était projetée sur un miroir déformant. On voit encore très bien tout ce qu'on veut voir. Juste, l'automate, lui, ne va pas forcément le reconnaître. Et donc, ça, c'est aberrant. C'est aberrant. Ça suppose que Google doit reconnaître le contenu véritablement interdit d'un contenu parodique, ou d'un contenu imitant, ou d'un contenu citant, ou d'un contenu anonymisé. Mettons les vidéos, après tout, Pépère, c'est partout, il les a faites, hein, et il savait qu'elles étaient filmées, si j'ai bien compris. Il est un peu triste maintenant que ça soit diffusé. Ben, oui, je comprends qu'il soit triste. Voilà, pour moi, le problème de fond, c'est que c'est pas à Google de faire cette police des contenus. C'est pas à YouTube de faire cette police des contenus. Et je ne sais pas si c'est YouTube en tant qu'hébergeur qui a été condamné ou si c'est Google en tant que moteur de recherche. Ça, j'ai pas compris. J'ai pas assez eu le temps de lire la presse en détail sur le sujet, donc j'ai pas d'avis plus tranché. Mais c'est pour moi un problème récurrent. Je crois que c'était le référencement des images en fait. Enfin, du coup, Le référencement des images, c'est encore pire. Google dit l'image existe et je la référence. Et il a raison. C'est vrai qu'elle existe. Il n'est pas hébergeur là-dedans. Il est intermédiaire technique. Il est grouillot. Il n'est pas hébergeur. Hein? Alors ça, pour le coup, les lois qui appellent à la délation, c'est toujours curieux. Je connais bien les lois qui appellent à la délation les agents de l'État. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire de l'État est tenu de signaler au procureur de la République tout délit dont il a connaissance. Mais quand on n'est pas fonctionnaire, on n'est pas obligé de signaler les délits. Et les États dans lesquels on est obligé de signaler les délits, en général, c'est un assez mauvais signe. C'est toujours pareil. Hein,
En fait, les solutions fascistes sont adoptées dans les États fascistes. D'autres questions? Bonsoir. Je voulais poser des questions, enfin, c'est pas forcément des questions, mais plutôt faire des remarques au niveau du changement de la société aujourd'hui et surtout de demain qui devra arriver prochainement. Je vais partir en fait d'une intervention de James Turk, qui est le président de la CNIL, une intervention en fait qui date de 2010. Alex Turk. Alex Turk, ouais, pardon. Ancien président de la CNIL. Ancien, oui. Et donc en fait c'est une intervention que j'ai revue il n'y a pas longtemps, que je n'avais pas détectée à l'époque, et dans lequel il parle en fait de la peur en fait de l'avancée de la technologie face à l'utilisation des utilisateurs, entre autres sur Internet, et notamment de l'arrivée de la géolocalisation qui aujourd'hui lui semble très dangereuse. Et il projette un peu ses peurs dans le futur en parlant de ce qui pourrait être les nanotechnologies qui seraient capables éventuellement d'entendre, de filmer tout et n'importe quoi, et qui pourraient amener les utilisateurs à s'auto-censurer dans la vie réelle, ne sachant jamais s'ils sont oui ou non contrôlés. Aujourd'hui, on voit les Google Glass qui arrivent, on peut imaginer que c'est un peu le même système. Quelqu'un nous filme dans la rue sans qu'on soit capable de le savoir, il peut diffuser ça sur Internet, et forcément ça va amener des nouveaux problèmes. Qui est responsable? Est-ce que c'est l'auteur, la personne qui a été filmée par ses lunettes, ou celui qui a filmé, et ainsi de suite. Voilà, donc je voulais savoir si vous étiez intéressé à ces questions et ce que vous en pensiez. Et pour ceux que ça intéresse, il y a une série très intéressante qui s'appelle Black Mirror, qui parle un peu de ce type qui fait des projections dans le futur de différentes. Oui, Black Mirror, très bien. Ça se trouve sur tous les bons BitTorrent. Série britannique formidable. Il n'y a que 6 épisodes, hein, il y a 2 saisons de 3 épisodes, ça se voit très très vite et c'est très bien à avoir vu. C'est plus du court-métrage que de la série d'ailleurs, parce que les 6 épisodes sont pas liés entre eux, à part, c'est une vision un peu noire du futur. Oui, je me suis un peu intéressé à ces questions-là. J'ai des éléments de réponse, j'ai peu de certitudes. Je donne quelques éléments de réponse. Est-ce que les gens vont s'auto-censurer? Peut-être. Moins qu'on ne le croit. Et ce sera peut-être pas grave. Je m'explique. Il y a un excellent article de Jean-Marc Manac sur le sujet, sur des histoires de petits cons et de vieux cons. Et le titre exact du papier doit être les petits cons répondent aux vieux cons, ou un truc comme ça, sur la vie privée. La vie privée, une histoire de vieux con. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a une réponse A. Et donc, le truc de base est celui-là. Aujourd'hui, on nous fait tout un fromage du fait que quand j'étais étudiant, sur mon mur Facebook, j'ai mis des photos de cuites ou des photos de soirées trop arrosées ou trop dénudées ou trop quelque chose. Plus tard, quand je chercherai un poste de cadre dirigeant chez Pimpin Télécom, mon futur patron ou mon DRH va voir ces photos en faisant un petit peu de recherche et va s'en scandaliser et ne m'embauchera pas. Oui, si le DRH date du siècle dernier dans sa tête, effectivement, ça fera ça. Ça suppose aussi que j'ai moi-même un comportement qui soit celui du siècle dernier, parce que quand on me cherche, ce qu'on trouve, ce sont les éléments récents. Les éléments qui ont 20 ans, il faut les chercher beaucoup pour les trouver. L'exemple simple, c'est vous allez sur le mur Facebook de quelqu'un, vous voulez voir des photos qui ont été postées il y a 5 ans, il va falloir ramer pour les retrouver, parce que c'est au fin fond du bout de l'historique. Ou alors, il faut avoir des mots-clés pour le chercher, il faut un peu de bol, quoi. L'autre élément de la réponse, c'est, en gros, tout le monde a déjà fait des soirées arrosées, a déjà participé dans des soirées où il a fini penché au-dessus des chiottes à rendre tout l'alcool qu'il avait bu. Les rares étudiants qui n'ont jamais fait ça sont ceux qui sont allergiques à l'alcool et qui en fait se sont retrouvés malades à leur première demi-bière et qui du coup n'ont pas réessayé depuis. Mais sinon, tous les autres ont déjà fait ça.
Et on s'en fout. Enfin, je veux dire, moi, c'est un ingénieur que j'embauche. Si il se comporte comme une image de gravure sainte depuis qu'il est né, je veux pas l'embaucher. Il est pas normal, quoi. C'est un très très dangereux malade mental et c'est un psy qu'il lui faut. C'est pas un patron. Et donc au final, quelqu'un qui refuserait de m'embaucher parce qu'il voit ce genre de reste de ma vie privée sur Internet, en fait, j'ai pas envie de bosser avec lui. Et c'était ça la réponse des petits cons aux vieux cons. C'est votre problème de vie privée. Il ne faudrait surtout pas qu'on sache que quand vous avez été étudiant, vous avez fumé des pétards. Et il faut que vous mentiez à la presse en disant « Ah, j'ai fumé mais pas avalé ». Ouais, c'est comme Monica, elle suce et elle avale pas. D'ailleurs, elle s'en fout plein la robe du coup. Mais donc ça, c'est pour moi la réponse clé. C'est-à-dire, les comportements vont s'adapter à la société. Je pensais plus en fait aux intentions politiques, enfin ce qu'on pourrait avoir à ce niveau-là, qui serait enregistré sans qu'on le sache. C'est-à-dire on s'auto-censure, ne sachant pas si on peut, lorsqu'on parle de politique, être enregistré, entendu et tout ça. Mais si je tiens politiquement des propos, si quand je suis chez moi, en parlant avec mon chat, je dis « Ah, qu'est-ce que je les ai bien enfumés, là, toute la série de débiles, en leur racontant des trucs faux sur Internet alors que je crois le contraire », globalement, je trouverais d'intérêt général que ce soit publié en annexe de la conférence, vous voyez ? Ça me paraît très raisonnable. Il y a suffisamment de gens dans la salle qui me connaissent depuis suffisamment longtemps pour vous dire que je tiens les mêmes propos au mot près en privé, avec les mêmes jurons et les mêmes gros mots aux mêmes endroits. Je ne châtie pas mon vocabulaire quand je suis en public. Et si tel politique défend une solution X quand il est en public, alors qu'en privé, il défend le contraire, il est d'intérêt général que cette vidéo soit diffusée. Et s'il se censure suffisamment... vous voyez ce que je veux dire ? Le problème est de cet ordre-là. Après, qu'on apprenne qu'un journaliste a des convictions politiques et que du coup on le vire, c'est une connerie. Un journaliste politique a nécessairement des convictions, sinon ça veut dire qu'il ne comprend rien à ce qu'il écrit depuis des années. Donc le cas Duhamel qui avait fait tant scandale est une ânerie. C'est normal que M. Duhamel ait des engagements politiques. Effectivement, c'est normal qu'il en fasse abstraction quand il fait une interview ou quand il écrit un papier, mais on ne peut pas lui reprocher d'avoir une opinion politique. Bonsoir. Je suis un petit peu gêné parce que je suis d'accord avec toi sur plein de trucs et en même temps il y a quand même des choses qui me gênent et je dis pas que j'ai la solution. Mais quand tu dis par exemple que tout le monde s'est bourré la gueule à une certaine époque, etc. Bon, c'est vrai sans doute pour un certain nombre de gens, mais il y a des gens qui l'assument pas forcément bien. Tout le monde n'a pas le même système de valeurs. Est-ce que toi ce que tu imagines c'est que finalement on va vers une société dans laquelle tout le monde va estimer que c'est normal de faire tout et n'importe quoi. Non, on va vers une société où il est normal que tes erreurs de jeunesse soient publiques et que c'est pas grave et qu'on va pas te juger sur ça. C'est ça ce que je dis. Mais est-ce que ça va vraiment aller vers ça ? Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, des formes de conviction qui vont pas être les mêmes selon les types de population ? Est-ce qu'il n'y a pas des gens, tu vois, par exemple, je sais pas, il y a des gens qui sont pour le mariage homosexuel, d'autres qui sont contre le mariage homosexuel. Est-ce que il y a une seule vérité ? J'en sais rien, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que je suis pas sûr qu'il y ait une seule vérité. Ce que je suis sûr, c'est qu'il y a une société globale qui est en train de se développer et qui est inévitable. Et que dans cette société globale, il y a des choses qui sont admises, il y a des choses qui sont admises et il y a des choses qui ne le sont pas. Avec de subtiles variantes en fonction du pays, de la langue, de la religion, etc. Mais, comment dire ? Ma tendance à manger du saucisson à tous les repas fait que je ne peux pas me faire passer pour musulman pratiquant. Voilà, c'est comme ça. Ma tendance à avoir du sexe en dehors du mariage fait que je ne peux pas me faire passer pour catholique intégriste. Mais après, est-ce que la société acceptera que je ne sois pas catholique intégriste ? J'en sais rien. Mais si la société globale
est catholique intégriste, alors j'aurais tout intérêt à pas dire que je fais du sexe en dehors du mariage. Mais c'est une question de société, de la même manière que... Mais de société peut-être au pluriel. Enfin, moi, oui, au pluriel. Moi, ce qui mais me moins qu'avant. dérange un petit peu, enfin, ce qui me dérange un petit peu, en même temps, encore une fois, dans une certaine mesure, j'ai pas toutes les réponses par rapport à ça, mais j'ai l'impression, dans ta manière d'exprimer les choses, qu'il y a une certaine forme de vérité universelle et qu'on va vers ça et que c'est comme ça. Et puis que finalement, il n'y a pas forcément de place pour plusieurs formes de pensée, plusieurs systèmes de valeurs, plusieurs manières de voir les choses, et aussi disons la réserve qu'il peut y avoir à garder ses opinions pour soi ou à exister, comme le disait mon voisin derrière, dans le cadre d'une vie privée où on n'a pas forcément envie que tout ce qu'on pense et que tout ce qu'on dit et que tout ce qu'on fait soit connu de l'ensemble de la Terre entière, parce que on partage ces convictions et ces choses-là avec une certaine communauté, et que d'autres communautés ont d'autres convictions. C'est ça que je voulais dire. Alors, il y a quelques éléments quand même là-dedans. D'abord, le fait que le monde change, ça j'en suis certain. Le fait que le monde nouveau soit mieux ou moins bien que l'ancien, c'est pas mon propos. Si ça se trouve, le monde était vachement mieux quand on était tout nu dans des grottes. Moi, je l'ai pas connu, donc je peux pas dire. Ce que je sais, c'est que dans ce monde qui change, si on ne respecte pas un certain nombre de libertés, le monde sera pire. Ça, je suis certain. Mais pire, beaucoup. Après, est-ce qu'on aura à terme une seule culture ou des cultures différentes? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais vu la différence de culture entre deux Chan IRC sur le même serveur, je me dis qu'on va plutôt vers du pluriel que vers du singulier. Vu la différence de pratique entre deux réseaux sociaux distincts ou deux groupes distincts sur le même réseau social, je me dis qu'on va probablement vers une certaine forme de pluriel. Après, il y aura des fondamentaux communs. Il y aura des éléments plus ou moins intangibles, mais après, chaque élément est ce qu'on en fait. Le retweet aura une valeur dans toutes les sociétés. Pas forcément la même, et on ne retweetera pas la même chose. Mes followers ne retweetent pas tout à fait la même chose que les followers de Christine Boutin, par exemple. Même si je dois bien en avoir 2 ou 3 dans mes followers qui retweetent du Christine Boutin, juste ils sont plutôt minoritaires. Voilà, ça ce sont les éléments clés. Après, il reste quand même qu'il y a l'atteinte à la vie privée, qui est une chose à laquelle je crois. Le fait que je sois potentiellement filmé n'importe où est un élément important. Le fait qu'on décide de publier, ça c'est autre chose. Moi j'estime comme important le fait que la publication soit de mon fait. C'est-à-dire, là, les vidéos qui sont faites de moi par plein de caméras, et j'ai vu des gens prendre des photos, je sais que je m'exprime en public, je sais que j'expose une image publique de moi, si je suis venu mal peigné, c'est de ma faute et ça va se voir, ma chemise débraillée, c'est de ma faute et ça va se voir, mon addiction à la nicotine est publique et je l'assume. Voilà, il y a plein de bouts comme ça de moi que je communique et que j'assume. Ça ne veut pas dire que j'autorise n'importe qui à venir prendre des photos de moi en caleçon chez moi quand je suis dans mon canapé. Mais pour moi, un équipement qui est chez moi, qui me photographie à mon insu et qui publie, c'est un problème de vie privée très grave. Mais je veux que ce type d'équipement se traite par la loi. C'est exactement le problème que je soulève quand je dis mon lecteur de DVD n'a pas à me contrôler. S'il y a chez moi des équipements capables de prendre des photos, je veux être au courant. Si ces équipements sont capables de publier, je veux être au courant. Et je veux qu'ils ne publient pas de leur propre chef. Ça, c'est fondamental. C'est mon appareil photo, il m'obéit à moi. Si le machin, là, il se met à prendre des photos sans que je lui demande et à les publier, il y a un problème. La police des contenus ? Pourquoi la police des contenus ? Non, sans le micro, ça marche pas pour les gens qui sont pas là. Même si tu as une très belle voix qui porte. Pour revenir sur une question tout à l'heure que j'avais et que je n'ai pas posée, imagine que cet appareil prenne des photos de toi et se mette à les publier sur Internet. Comment est-ce que tu fais pour l'empêcher, si on reprend l'affaire Max Mosley tout à l'heure, par exemple ? D'abord, je ne suis pas du tout sûr qu'il n'ait pas été au courant que les photos étaient prises. Je pense qu'il était parfaitement au courant que les photos étaient prises.
Ma question, c'est que si à un moment, un événement comme ça se produit, et que les photos se mettent à être diffusées... Mais c'est pas nouveau comme question. Tu fais comment? Soit c'est l'appareil qui est fait pour ça, et dans ce cas-là, l'équipement, le fabricant de l'appareil doit être condamné. Il produit des appareils dangereux, c'est comme s'il vendait de la viande avariée. Et il doit être condamné gravement. C'est pas une infraction mineure, c'est une infraction très grave. Et il le sait quand il le fabrique, et du coup, voilà. Soit c'est une malveillance. C'est un paparazzi, c'est quelqu'un qui a piraté mon ordinateur pour récupérer la webcam. Et en fait, c'est un délinquant. Ce type est un délinquant. Après, comment je peux empêcher que les photos soient diffusées une fois qu'elles ont été publiées? Je ne peux pas. C'est très simple, je ne peux pas. C'est comme ça. C'est triste, mais c'est exactement comment on fait pour ressusciter les petits-enfants morts après qu'ils aient été assassinés. On ne peut pas. C'est comme ça. Il faut faire avec. Alors, moi, je voulais évoquer le fait, justement, que la réflexion sur les choses devient a priori, en fait. Tous les problèmes éthiques, comme ça, doivent être réfléchis avant qu'ils se produisent pour que les algorithmes puissent réagir en fonction, en fait. Et par exemple... Non, je suis tout de suite très violemment en désaccord. Un algorithme, ça fait une chose simple, compréhensible par un humain, sous le contrôle d'un humain. Si l'algorithme réfléchit à ma place, alors il me contrôle. Oui, et je suis formel. Il y a des cas pratiques où on ne pourra pas éviter ça. Vous disiez tout à l'heure que les voitures, ça intéressait les ingénieurs quand elles se conduisent toutes seules. Mais c'est pas vrai. Parfois, elles prennent des décisions éthiques, les voitures. Oui, quand l'accident est inévitable, contre quoi je dois me cracher? Contre un arbre, contre une vieille, contre un chien? La voiture, l'algorithme qui pilote la voiture doit répondre à cette question. Et il doit répondre instantanément à cette question. Il répondra jamais à une question éthique. C'est pas son boulot. Donc il faut que les ingénieurs aient réfléchi à ces questions-là. Mais il réfléchira pas à une question éthique. Quand une voiture se retrouvera dans une situation de crash inévitable, typiquement parce qu'il n'y a plus de frein et que donc voilà, ça va s'emboutir quelque part, il est très probable qu'elle ne réponde pas à la question. Parce que la question, même si la question était prévue, l'équipement ne répondra pas à la question. Au mieux, il a une stratégie connue qui est typiquement s'il y a une rambarde de sécurité, alors on va aller se frotter très fort sur la rambarde de sécurité pour s'arrêter. Et puis il est très probable que s'il n'y a pas de réponse connue à cette situation-là, il n'y ait pas de réponse connue et au mieux, il donne la main. Mais de la même manière que, il faut savoir que par exemple les pilotes automatiques à bord des avions sont capables de faire à peu près la totalité des manœuvres, y compris décoller et atterrir aux instruments sur les aéroports qui sont équipés comme il faut. Et cependant, quand ils n'y arrivent pas, parce qu'il y a tel ou tel problème qui est au-delà, ils donnent la main. Et c'est l'humain qui décide. Parce que la question éthique ne peut pas être tranchée par une machine. Une machine n'a pas d'éthique. Il faut un système pensant conscient pour avoir de l'éthique. Le jour où on aura une machine pensante et consciente, alors elle pourra traiter des questions d'éthique, mais elle sera un individu de la société. Et donc sa survie à elle aura autant de valeur que la survie de n'importe quel être pensant et conscient de la société. Non, on ne finit pas forcément sur 2001 dans l'Odyssée de l'espace, on finit sur le cycle de la culture de Iain Banks, qui est un très bon exemple de ça. Moi, j'avais vu une conférence que tu avais donnée à Toulouse en juin 2013, où tu expliquais, c'était par rapport à la fibre optique, où tu expliquais qu'en région parisienne notamment, il y a juste les 4 gros fournisseurs d'accès à Internet qui pourraient jouir de la fibre optique. Je voulais juste savoir comment ça avançait par rapport aux fournisseurs d'accès associatifs. Sur la fibre optique en région parisienne ? Ouais, s'ils auront la possibilité de l'utiliser. C'est réglé ça. En fait, les conditions choisies par le gouvernement pour le déploiement du plan national très haut débit font que les réseaux sur toute l'Île-de-France sont des réseaux privés. Et les gros opérateurs n'ont pas d'obligation de fournir une offre bitstream qui permettrait à des opérateurs associatifs
d'intervenir. Ils ont des obligations de dégroupage, c'est-à-dire qu'ils ont des obligations de fournir un accès à leur boucle locale fibre optique aux opérateurs capables de dégrouper. En gros, aux opérateurs capables d'investir plusieurs dizaines ou centaines de millions d'euros. Donc en fait, ils sont obligés de se revendre leur réseau entre eux. Ça, c'est une contrainte. Par contre, le régulateur ne les a pas obligés à fournir une offre en bitstream. L'ARCEP a considéré depuis 2008, si ma mémoire est bonne, que les offres bitstream sur les accès n'étaient plus soumises à régulation. Et en fait, pour que ce soit de nouveau soumis à régulation, il faudrait que l'ARCEP considère que chacun des opérateurs qui détient une zone en fibre optique est considéré comme opérateur puissant sur la zone, donc soumis à régulation, puis considère que le marché du bitstream redevient un marché pertinent pour la régulation, puis que chacun de ces opérateurs puissants sur sa zone soit contraint à fournir une offre bitstream dont les prix sont pilotés par les coûts. Ça, rien qu'en procédure administrative entre l'ARCEP et la Commission européenne, il faut compter 8 à 9 ans. Comme les réseaux sont en train de se construire maintenant, peut-être en 2025. Non, c'est toute l'Île-de-France. Non, toute l'Île-de-France. En France, c'est autre chose. Dans les zones rurales, il y a des pans entiers, en fait tout sauf les grandes villes, où le réseau sera construit par un opérateur public. Le réseau étant construit par une puissance publique, une collectivité territoriale, il y a obligation qu'il soit mis à disposition de tous les opérateurs, pas que des gros, mais de tous, dans des conditions qui sont les mêmes pour tous. Certaines des collectivités locales souhaitent non pas entretenir un business à Paris sous le nom Orange avec une hotline à Marrakech, mais souhaitent développer un tissu économique en local. Et la seule chance pour qu'il y ait un tissu économique en local, c'est qu'il y ait des offres permettant aux petits et tout petits opérateurs de vivre. Et donc les collectivités territoriales ont de grandes chances d'aller vers cette piste-là qui est la plus favorable à leur objectif, qui est le développement d'un tissu économique local. Et si le réseau est viable pour une PME locale, alors il est viable pour une association et réciproquement. Les conditions de survie sont les mêmes. Par contre, les gros opérateurs ne souhaitent pas qu'il existe qui que ce soit d'autre qu'eux. Et donc, ils font tout pour qu'il n'existe personne d'autre qu'eux. Ils sont contraints de vivre à 4, ils vivent à 4. S'ils pouvaient vivre à 3, ils le feraient. T'as qu'à voir le barouf qu'ils ont fait quand la 4e licence mobile a été accordée. S'ils pouvaient vivre à 2, ils le feraient. Et si France Télécom pouvait vivre tout seul en monopole, il le ferait. Et quand il l'a fait, il était un service d'État. Il n'était pas une entreprise privée. Donc, cette question-là est pour moi tranchée. Que fais-tu de la citation bien connue Privacy to the weak, transparency to the powerful, des cypherpunks? Tu me la refais en français? La transparence pour les puissants, la vie privée pour les faibles. Pour moi, ça, c'est assez voisin. Alors, tu vois, dans les définitions que je donne en début de conférence, il y en a une que je n'ai pas donnée aujourd'hui et que je reprends régulièrement, qui est la notion de civilisation. Je considère, et c'est pas de moi, hein, je l'ai piqué, je l'ai entendu à la radio, mais je ne sais plus à quelle occasion, il y a très très longtemps, quelqu'un de probablement très intelligent qui disait que la civilisation, c'est quand on fait des lois pour protéger les faibles contre les puissants. Protéger les puissants contre les faibles, ils ont besoin de rien, ils vont y arriver tout seuls. Mais on est dans une civilisation à partir du moment où on fait des lois, où la puissance publique, la société, intervient pour protéger les faibles contre les puissants. Et donc, à l'heure actuelle, on en est très 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 loin. Dans tout ce qui touche au numérique, on cherche très souvent à protéger les puissants contre les faibles. On cherche à protéger Vivendi Universal des ignobles auditeurs qui veulent écouter de la musique. On cherche à protéger, on cherche à protéger les puissants contre les faibles. Et c'est un signe du fait que nous n'allons pas vers la civilisation. Nous allons vers une forme d'état sauvage, vers une forme de droit féodal qui vise à protéger les puissants contre les faibles. Et oui, c'est un problème
assez fort en termes de législation. On vise à empêcher les petites gens de faire des choses qui nuisent aux grandes entreprises. Et c'est une erreur de fond. On devrait systématiquement chercher à faire en sorte que les grandes entreprises ne puissent pas nuire aux petites gens et aux petites entreprises. C'est dans ce sens-là. Donc, voilà, je suis plutôt d'accord, mais je n'utilise pas les mots que tu citais pour le dire. Il y a quelques années, vous étiez venu dans une mairie à Paris où j'ai suivi une conférence sur l'Internet libre et tout ça. Je voulais savoir un peu, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup évolué, en fait les problématiques sont toujours les mêmes depuis X années. Malgré, il n'y a pas de concurrence qui s'installe indirectement. Et j'ai un peu envie de me dire, est-ce que ce qu'on a fait dans les pays arabes, c'est-à-dire que quand les Français ont vendu leur matériel pour contrôler les réseaux, et le fait qu'on n'autorise pas de nouveaux opérateurs en France, c'est pas une même sorte de censure en fait. En disant vous n'êtes pas nombreux, vous êtes 4 gros, on veut pas qu'il y ait un cinquième parce que comme ça on aura le contrôle. Et si jamais un cinquième veut se démarquer, on fera tout pour pas qu'il grossisse. Comme ça, si on contrôle les 4 gros, la règle c'est pour les 4 gros et puis on s'entend entre nous. Et puis l'ARCEP parle pas aux petits quoi. C'est pas moi qui l'ai dit. Alors s'il y a quand même des choses qui ont changé, pas beaucoup, hein, on n'est pas dans le grand changement, mais s'il y a quand même des choses qui ont bougé. À l'époque de cette conférence, il y a déjà quelques années, FDN était quasiment le seul fournisseur d'accès Internet associatif en France. On est 21 maintenant dans la fédération. La fédération FDN a bientôt 4 ans et on est plus de 20 opérateurs. Il s'ouvre en moyenne 7-8 opérateurs associatifs par an. Oui, mais vous restez des marginaux quand même. C'est pas ma question. On peut pas dire que ça n'a pas bougé. Il y a plus de 1500 adhérents dans la fédération. On était 300 à l'époque, ou 250 à l'époque où j'ai fait la conférence. Ça n'est donc pas immobile. À l'époque où je faisais la conférence dont tu parles, j'étais face à une 50aine de personnes dans une salle. C'était même pas forcément filmé, la vidéo a jamais été diffusée. J'étais pas invité à la télé quand ça parlait de Snowden. Maintenant, quand les cochonneries de la NSA sont mises sur la place publique, il y a des journalistes qui veulent nous parler. Ce que raconte la Quadrature du Net est assez suivi. Nos questions font la une du Monde. Voilà. Les choses bougent quand même. La société est en train d'évoluer dans le bon sens parce que c'est inévitable. J'ai pas dit que moi tout seul avec mes petits points j'avais gagné, mais nos sujets sont de plus en plus relayés. Voilà. Donc si ça avance, ça veut pas dire qu'on a gagné. Les autres sont tellement puissants. Ils vont pas se laisser couler comme ça. Hein. Et j'avais aussi une autre problématique. Vous parliez. Vous disiez oui, il faut filtrer, ça semble plus logique d'apporter Internet à ceux qui n'en ont pas. Et moi, j'avais vu un truc qui m'a un peu choqué sur ZDNet, c'est qu'Orange a annoncé que pour les zones blanches, ils allaient le couvrir en 4G. Alors moi, j'ai une grande question qui me choque, c'est que si c'est de la 4G, c'est sans fair use. Alors pourquoi moi, mon Internet à moi, avec mon opérateur, enfin avec mon téléphone, dès que je dépasse 4 gigas, on me dit c'est pas bien, profite même plus d'Internet parce que de toute façon, ça ramera. Et pourquoi à quelqu'un dans la campagne, dans le grand public, dans le trou du cul du monde, on peut lui dire la 4G, vas-y tant que tu veux, de toute façon il n'y a pas de fair use vu que c'est de la DSL et que c'est pour couvrir les zones blanches. Quoi. Il y a deux éléments. D'abord, je ne suis pas du tout sûr qu'il n'y aura pas de fair use. Ah bah, là on peut pas dire que c'est de l'Internet pour tous alors. Bah non, c'est du pognon pour Orange, c'est pas autre chose. C'est pas censé être de l'Internet pour tous. Enfin, je veux dire, la mission d'Orange, c'est pas de fournir Internet pour tous. Orange n'est pas un service public. Orange est une entreprise privée. Oui, mais... Sa mission est de faire ce que les actionnaires demandent. Même pas forcément des choses intelligentes. Donc, ne pas attendre le bien d'Orange, l'intérêt général n'est pas une des conditions de survie d'Orange. Et si les actionnaires d'Orange et si les dirigeants d'Orange avaient compris leur métier, ils iraient fibrer ces zones-là parce que ce sont les zones les plus rentables. C'est la conférence d'avant, ça. C'est celle d'il y a 2 semaines de Joël que j'ai pu visionner ce matin. Enfin, et voilà, c'est couvrir les zones blanches, c'est ce qu'il y a de plus rentable. C'est certain. Couvrir les zones très denses, c'est ce qu'il y a de moins rentable. C'est moins cher à déployer, mais il y a beaucoup moins de gens qui prennent l'abonnement. Parce qu'ils ont le choix entre ça, la DSL, le câble, le satellite, machin, truc, bidule. Ils prennent tout ce qu'ils veulent.
Par contre, en race campagne, il n'y a rien. T'amènes de la fibre là-bas, tout le monde va le prendre. Oui. Et donc c'est beaucoup plus simple à rentabiliser. Pourquoi Orange comprend rien? J'en sais rien. Je sais pas. Ils comprennent pas. Non, c'est pas une question d'actionnaire, parce que les actionnaires n'y comprennent rien, mais les actionnaires n'y comprennent jamais rien. Enfin, mais pourquoi les dirigeants et les cadres de chez France Télécom ne comprennent pas ça? J'en sais rien. Parce qu'ils font des business plans avec Excel et qu'ils comprennent pas ce qu'ils manipulent, parce qu'ils se disent le taux d'abonnement sera le même. Alors apparemment la norme est à 15% de taux d'abonnement, et donc ils se disent Pimpin les flots desservis par les corbeaux, 15% d'abonnement, on rentabilisera jamais. Et ils n'arrivent pas à se coller dans la tête que non, Pimpin les flots desservis par les corbeaux, ce sera pas 15% d'abonnement, ce sera plutôt 60 ou 70%. Et que du coup, ce sera rentable plus vite que le centre-ville. Mais le problème, c'est que pour nous utilisateurs, il y a plein de trucs qu'on peut pas faire. Par exemple, il y avait la comment ça s'appelle? J'allais dire Ikea. Typiquement, ils voulaient faire des supports vidéo en fait dans le monde entier. Et ils ont abandonné le projet parce que si on n'arrivait pas à monter notre table, on avait un technicien qui avait les mêmes bouts de bois dans son truc et qui nous le montrait en temps réel. Mais juste la campagne, elle n'est pas équipée, elle n'est pas fibrée. Et ça, c'est le problème, c'est qu'il y a plein de métiers qu'on peut pas créer à cause de l'incompétence de ces opérateurs. Donc maintenant, comment on peut dire Tu veux dire que le gouvernement fait pas son boulot? Oui. Bah oui, mais enfin il y a un moment où faut lui dire à la ministre, lui dire vous nous faites chier à dire qu'on n'a pas de croissance, on n'a pas tout ça, on a des milliers de métiers qu'on peut créer et franchement vous prenez 4 opérateurs, vous leur dites soit vous faites ça, soit vous perdez le droit de faire internet et merde quoi. Je ne me suis jamais privé de le dire quand j'ai eu l'occasion, mais si les politiques faisaient des choses intelligentes, ça se saurait. Ouais, non mais... Il faut aussi pas tout mettre dans le désordre. Petit 1, en avez-vous parlé aux politiques qui étaient candidats lors des différentes élections et que vous en avez croisé sur les marchés? Je sais, la réponse est non, parce que le geek ne va pas sur les marchés. C'est une erreur, vous devriez faire les marchés le dimanche matin. Deuxième élément, clé. Faut pas non plus prendre complètement les politiques pour des idiots. Moi, je viens avec ma cravate rigolote et ma respectabilité qui me vient d'Internet et du nombre de gens qui respectent ce que j'écris, ce qui fait que je suis quand même reçu par le cabinet du ministre. L'air de rien, il y a 5 ans, c'était pas le cas. Je pouvais toujours demander un rendez-vous au cabinet de NKM, Tintin. Là, au moins, quand je demande un rendez-vous au cabinet de Fleur Pellerin, je suis reçu. C'est un changement. Ils écoutent ce que j'ai à dire, ils entendent mes arguments. Ils constatent aussi que quand ils prennent les plus diplômés des spécialistes télécoms de France, les X-Télécom, formés entre autres ici, c'est la partie X, ils le font à X, mais la partie télécom, c'est ici, je ne me trompe pas. Ils prennent ce qu'ils ont de plus brillant, avec des tronches comme ça, des cerveaux capables de résoudre des problèmes où moi je ne comprends même pas l'énoncé, qui leur expliquent le contraire. Tous. Brillamment. Parce qu'ils pensent tous comme ils ont appris à penser dans le manuel, et pas un petit peu à côté, pas un petit peu plus. Et comme le manuel il a été écrit en 1880, ils sont tous calés sur 1880. Et après, voilà, les conseillers ils disent bah ouais, mais quand même, voilà, il y en a 35 qui nous racontent tous la même chose et qui nous disent tous si vous mettez pas ça et ça dans la loi, alors on sera obligé de licencier parce qu'on va perdre de l'argent. Et regarde, Orange, 120 000 salariés, non, le licenciement. Et il y a FDN qui dit si vous ne faites pas ça, Internet va mourir, il n'y aura pas de croissance en France, FDN, 0 salariés. Rien à foutre. Il faut repérer. Et objectivement, quand tu n'es pas spécialiste du dossier, tu demandes à un X-Télécom ce qu'il faut faire, il te dit il faut faire ça. Tu demandes à un deuxième, il te dit pareil. Tu demandes à un troisième, il te dit pareil. Et il y a un débile avec des cravates rigolotes d'une association qui vient de dire qu'ils sont tous cons. T'es déjà poli de l'avoir écouté. Non, elle est française. Elle est d'origine coréenne, comme toi, t'es d'origine africaine. Non? Bah oui, enfin, comme toi, t'as visité la Thaïlande quand t'es en vacances. 40 ans de technologie en arrière, non. Tu veux dire qu'en Corée, tu as de la fibre partout et tu as un gros débit?
En Corée, quand tu t'arrêtes au feu tricolore, ton GPS te dit dans combien de secondes il va passer au vert. C'est des petits trucs bêtes comme ça, mais la réalité augmentée, elle est développée dans les grandes villes. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de campagnes, c'est vrai qu'ils sont de façon exponentielle, et c'est vrai que c'est un pays qui est nouveau, mais on a quand même des axes de... Enfin, s'il faut refaire tous les feux tricolores en France, je sais pas, c'est des métiers qu'on peut faire, des technologies qu'on peut développer, c'est des trucs qu'on a... Oui, mais pour le moment, on est occupé à défendre nos industries vieillissantes. Mais c'est un des problèmes clés. Hein. On est occupé à défendre nos industries vieillissantes et absolument pas à défendre les industries innovantes et à permettre aux gens d'innover. Et c'est un des problèmes fondamentaux. Je donne un autre exemple qui est très intéressant. On est consulté par... Fleur Pellerin a confié à Joëlle Toledano, une ancienne de l'ARCEP, une mission sur la régulation du spectre, sur le fait de savoir dans quelles conditions il faut ouvrir les fréquences radio pour avoir un spectre un peu plus ouvert en France. Un des premiers réflexes qu'a eu Joëlle Toledano, c'est de m'appeler moi, parce qu'elle m'avait déjà entendu plusieurs fois à l'ARCEP, pour me demander, venez, on veut entendre les associations, et venez avec d'autres acteurs associatifs, on veut vous entendre, on veut savoir ce que vous avez à dire, et on va se débrouiller pour que vous puissiez venir. Parce que l'air de rien, entendre des assos, c'est pas simple. Hein. Parce que moi, s'il faut que j'aille causer un lundi après-midi à l'ARCEP, il faut que je pose ma journée. Si on veut faire venir 5 ou 6 associations, c'est le foutoir. Il faut que tout le monde pose sa journée. Et tout le monde n'a pas un patron aussi sympa que le mien. Ils se sont débrouillés, ils vont nous recevoir un samedi. C'est-à-dire que ces gens pour qui c'est inconcevable de travailler le samedi, vont travailler le samedi pour nous entendre. Voilà, ça, c'est un progrès extrêmement notable. Et après, moi, je suis très embêté parce que on va aller lui expliquer, si le spectre était ouvert, il existerait en France énormément de business qui ne sont pas possibles parce que le spectre n'est pas ouvert. Mais vous ne pourrez pas trouver un chef d'entreprise qui vienne vous dire « Aujourd'hui, je perds de l'argent et si le spectre était ouvert, j'en gagnerais. » Simplement parce que son entreprise est morte. Il fait autre chose, il est chômiste. Et c'est très compliqué de savoir ce qui n'existe pas à cause de la régulation actuelle. Et donc, on peut au mieux faire des comparaisons internationales. Dire, à tel endroit, le spectre est un peu plus fermé, il y a encore moins de business. À tel endroit, le spectre est un peu plus ouvert, il y a un peu plus de business. Mais il faut savoir si c'est que à cause du spectre ou si c'est pour d'autres raisons. Est-ce que c'est parce que là-bas, les gens ne payent pas d'impôts? Parce que c'est un paradis fiscal? Ça joue aussi. En France, on paye des impôts. Donc voilà, il y a 1000 questions comme ça. Mais il se trouve qu'à l'heure actuelle, il y a manifestement un effort dans le bon sens. Je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais il y a un progrès. Et je ne suis pas sûr que ce soit lié à des histoires d'alternance droite-gauche. Hein. C'est le progrès lent, générationnel, qui fait que voilà, ça mûrit. Il faut que ça mûrisse. Je crois aussi beaucoup à ce qu'expliquait Joël dans sa conférence, que je vous invite vraiment à regarder si vous voulez comprendre la fibre optique. Parce que pour le coup, il explique énormément de choses. Je crois beaucoup à la notion de choc. En France, on est rarement en pointe. Par contre, à force d'être ridicule et en retard, en général, à un moment, on se fâche et on se lance. Et là, on est bon. Là, on est bon. Parce que là, on a cette structure que les Américains considèrent comme soviétique, qui fait que l'État accepte d'intervenir massivement. S'il faut injecter de l'argent, il injectera de l'argent. S'il faut fabriquer de la fausse monnaie, on sait très bien le faire. Si, on emprunte. Oh là là. Donc voilà, un des éléments clés de la révolution, ça a été les assignats, c'est-à-dire d'emprunter, faire de la fausse monnaie, puisqu'on ne pouvait pas émettre de la monnaie comme on voulait à l'époque, et de dire qu'on n'honorerait pas la dette. C'est la dernière fois en France qu'on n'a pas honoré la dette, les assignats pendant la révolution. Ça pourrait revenir, donc. Donc voilà, le côté, à force qu'on soit en retard de tout, on va finir par se fâcher, et quand on va se fâcher, on va se bouger. C'est vrai que ça, c'est assez dans les traditions françaises. On ne prend pas bien les virages. Par contre, qu'est-ce qu'on rebondit bien sur le mur?
Donc ça pourrait venir. Ça peut être un signe extrêmement positif. J'ai aussi retenu dans les éléments clés, l'information probablement principale que donnait Joël dans sa conférence, c'est celle que j'ai tweetée ce matin à l'aube, la loi de Jacob Nielsen, c'est ça, qui dit que les débits consommés augmentent de 50% par an. Et ça fait très 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 longtemps. Alors on ne comprend pas bien, 50% par an, ça ne veut rien dire. C'est multiplié par 100 tous les 12 ans. Multiplié par 100 tous les 12 ans. Ça veut dire que si aujourd'hui le débit confort c'est 100 mégabits, 2013, le débit confort 2025 c'est pas loin, 2025 c'est la fin du plan de fibrage total de la France. Hein. Le plan gouvernemental c'est horizon 2025. Le débit confort ce sera 10 gigabits chez l'abonné. Fois 100 en 12 ans. Donc si tu veux la montée en débit avec du 4G pour faire du très haut débit pour tous, c'est de la flûte. 10 gigabits par seconde en 4G, on va rigoler. Ils vont faire frire des pigeons. Bon. Je commence à avoir des plaintes, il y a des gens qui ont faim. Bah oui, moi aussi. Et les restos vont bientôt fermer aussi. Donc merci beaucoup. Eh ben, il n'y a pas de quoi.